Un entretien, celui téléphonique ce soir entre le président de la République et le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant adjoint des forces armées émiraties, et l'occasion pour les chefs de l'État de féliciter les responsables émiratis à l'occasion du 50e anniversaire des Émirats arabes unis. Un discours, celui du président de la République, clôturant les travaux de la 4e session ordinaire du sommet de l'initiative de l'Agence panafricaine de la ceinture de la muraille verte. Et ici, c'est le communiqué final publié à l'issue de cette 4e session qui vient de se tenir à Nouakchott sous la présidence du président de la République qui exerçait jusqu'à cette rencontre, la présidence en exercice de cette initiative. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22 heures de ce vendredi 3 décembre 2021. Et pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer de respecter les mesures préventives. Et c'est parti pour votre journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures. 22 heures que nous commençons par une page diplomatique et environnementale avec cet entretien téléphonique et avec cette 4e session donc qui vient de se tenir par visioconférence relative à la muraille verte. Donc cet entretien, c'était ce soir, on doit voir les images. Voilà, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, qui s'est entretenu au téléphone aujourd'hui avec le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant en chef des forces armées de l'État des Émirats arabes unis, l'occasion pour les chefs de l'État de féliciter les responsables émiratis à l'occasion du 50e anniversaire de son pays, et de présenter en même temps les salutations et les félicitations du peuple mauritanien à cette occasion. Il faut rappeler que les relations entre les deux pays frères se sont connues des développements rapides ces dernières années grâce à la volonté justement des dirigeants des deux pays. Et nous restons toujours dans le cadre de la diplomatie, cette fois dans le domaine de l'environnement, avec ces félicitations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, ces félicitations aux participants à la 4e session ordinaire, ordinaire donc des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative donc de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Des félicitations qui sont contenues dans un tweet qu'a rendu public hier soir après la clôture de cette 4e session. Le président de la République qui félicite les participants pour la qualité et des débats et qui félicite également le Nigeria et ses dirigeants pour la présidence en exercice de cette initiative. Voilà, donc d'ailleurs des espoirs et des félicitations que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a également fait donc, lors de son discours de clôture de la 4e session qui s'est tenue hier par visioconférence. Covid-19 donc oblige les chefs de l'État, qui a appelé également à une concrétisation rapide des promesses pour justement permettre à cette agence, à cette initiative de réaliser ses objectifs. Je vous propose d'écouter les discours de clôture du président de la République. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous venons d'entendre la lecture du projet de décision qui nous a été faite par la présidente du Conseil des ministres, comme nous avons entendu aussi le projet de communiqué final. J'ai une proposition, plus exactement une demande d'amendement de ces deux projets pour souhaiter que l'on y ajoute la proposition du Sénégal concernant la nécessité de prendre en compte les besoins de nos pays
pour leur développement dans le cadre de l'exploitation de leurs ressources énergétiques, que ces impératifs-là puissent être pris en compte dans le cadre de la transition énergétique. Donc, je propose qu'on trouve la bonne formulation pour inclure justement cette proposition aussi bien dans le cadre des décisions que dans le cadre du communiqué final, si vous voulez. La deuxième petite remarque ou le deuxième point que je souhaite aussi qu'on fasse ajouter au communiqué final, c'est la partie qui concerne le siège. Donc, ce projet de communication finale que nous venons d'écouter n'a pas pris en compte, d'ailleurs à juste titre, parce que le Nigeria, la République fédérale du Nigeria vient de nous annoncer la disponibilité ou l'offre que fait le Nigeria pour construire le siège de la Grande Muraille Verte. Donc, il faut aussi inclure ce paragraphe et remercier le Nigeria justement pour cette disponibilité. Voilà, ça c'était les discours de clôture prononcés par le président de la République, président sortant donc de cette initiative. Et c'était à l'issue de la 4e session donc, qui s'est tenue hier par visioconférence. Et alors, quelles sont les résolutions, quelles sont les décisions de cette 4e session? Ces résultats sont contenus dans un communiqué final qui a été publié à l'issue de cette session, communiqué que présente ici le secrétaire exécutif de cette initiative. La 4e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte s'est déroulée en visioconférence le 2 décembre 2021 sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Ont pris part au sommet les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et ou leurs représentants ci-après. Son Excellence, M. Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso pour le Burkina Faso. Son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République pour la République islamique de Mauritanie. Son Excellence, M. Mohamed Bazoum, président de la République pour la République du Niger. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République pour la République du Sénégal. Son Excellence, M. Mahamat Idriss Déby, président du Comité militaire de transition pour la République du Tchad. Son Excellence, M. Chogué Kokala Maïga, Premier ministre représentant son Excellence, M. Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État pour la République du Mali. Son Excellence, Madame Sharon Ikea, ministre d'État de l'Environnement, représentant son Excellence Mouhamadou Buhari, président de la République pour la République fédérale du Nigeria. Son Excellence M. El-Haji Idriss Yahya, membre du Conseil souverain de transition représentant son Excellence Abdel Fattah Abdelrahman Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition de la République du Soudan, ont également pris part et délivré des messages au 4e sommet son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, président du One Planet Summit, son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, ont aussi assisté au 4e sommet ordinaire Madame Mariam Bekay, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie, présidente en exercice du Conseil des ministres, professeur Abdoulaye, secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, et les responsables ou représentants des institutions internationales, financières et techniques suivantes.
l'AFD, la Banque mondiale, la BID, la FAO, le FIDA, le PNUD, l'UICN, l'UNCCD, l'UNEP, ainsi que son Excellence l'ambassadeur Philippe Lacoste, directeur du développement durable au MEAE de France. Son Excellence M. Ould Cheikh Al-Ghazouani a ouvert la cérémonie solennelle par une minute de silence observée en la mémoire de feu Idriss Déby Itno, ancien président du Tchad et premier président en exercice de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie avec le discours du président Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, précédé des messages d'invités de marque. Son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, président du One Planet Summit, son Excellence Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Madame Amina Mohamed, vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, le représentant du président de la Banque africaine de développement et du mot du professeur Abdoulaye Dia, secrétaire exécutif sortant de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. La conférence a remercié les invités de marque et pris bonne note de leur engagement dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, programme emblématique et pertinent salué par tous comme un modèle de solution pour asseoir durablement la résilience des écosystèmes et le développement social et économique des communautés locales dans le Sahel. La conférence a ensuite entendu la communication de Mme Marième Becaye, ministre de l'Environnement et du Développement durable de la Mauritanie, présidente sortante du Conseil des ministres, portant sur le rapport et les recommandations de la 7e session ordinaire du Conseil des ministres, préparatoire au présent sommet. La conférence a félicité le Conseil des ministres et le secrétaire exécutif pour l'important travail accompli et a pris acte du rapport et des recommandations. La conférence, après échange, a approuvé la vision 2030 et l'approche intégrée multisectorielle et holistique de la Grande Muraille Verte pour imprimer les changements transformationnels des terroirs sahéliens de la Grande Muraille Verte en zone de prospérité économique et développement durable par l'inversion des tendances lourdes de dégradation et le rétablissement de la viabilité du capital naturel ainsi que le développement socio-économique résilient des terroirs. La conférence a salué les réalisations significatives dans la première décennie 2021-2020. Ces réalisations constituent les jalons et leviers solides de la mise en œuvre de la nouvelle ambition forte 2030 de la Grande Muraille Verte, qui cible en particulier la restauration de 100 millions d'hectares de terres agricoles, pastorales et forestières dégradées, la séquestration de 250 millions de tonnes de carbone, la création de 10 millions d'emplois verts et le développement économique résilient dans les terroirs de la Grande Muraille Verte. La conférence a approuvé le plan d'investissement prioritaire décennal 2021-2030 et la feuille de route 2022-2023 du prochain secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine et a engagé l'Agence panafricaine et les structures nationales de la Grande Muraille Verte à assurer une coordination opérationnelle efficiente et une redevabilité optimale dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. La conférence a salué la pertinence et l'opportunité de la création d'une banque carbone, d'une banque Grande Muraille Verte Carbone et d'un fonds d'adaptation et de résilience au changement climatique et de développement durable local et a engagé l'Agence panafricaine à diligenter les études complémentaires pour assurer la viabilité technique et financière et le fonctionnement de ces instruments courant 2022. La conférence a aussi approuvé la création d'un forum économique sur les produits de la Grande Muraille Verte et demandé à l'agence, en relation avec les États membres, le secteur privé local, les institutions financières internationales et les communautés économiques et monétaires, à s'atteler à l'organisation de la première édition avant la fin de l'année 2022. La conférence, dans le cadre de la réalisation de la Grande Muraille Verte, a désigné l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte en qualité d'agence de mise en œuvre et les structures nationales en agence d'exécution des programmes et projets de la Grande Muraille Verte
financés sur ressources extérieures. Elle a, dans ce cadre, demandé à la Commission de l'Union africaine de renforcer son appui à l'agence et a exhorté les institutions financières internationales à faciliter l'exécution. La conférence a remercié les institutions financières internationales et a renouvelé toute sa gratitude à son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française et président du One Planet Summit, à son Altesse royale le Prince de Galles, son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, et à M. David Malpass, président du groupe de la Banque mondiale, pour leur plaidoyer et pour l'organisation du forum du 11 janvier 2021 à l'Élysée sur les investissements de la Grande Muraille Verte, en marge de la 4e édition du One Planet Summit, et qui ont abouti à des annonces d'engagement financiers de l'ordre de 19,6 milliards de dollars américains dans la période 2021-2025. La conférence renouvelle son engagement dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, demande que l'essentiel des financements soit sous forme de dons et subventions afin d'alléger le poids de la dette des États membres et engage ces États en relation avec les institutions financières, l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et l'accélérateur de la Grande Muraille Verte à s'atteler à la traduction des annonces en actions concrètes. Elle demande au groupe de la Banque africaine de développement, aux communautés économiques et monétaires, à la Commission et l'Agence de développement de l'Union africaine d'appuyer la PGMV et les États membres dans le processus de mobilisation des ressources. La conférence, tenant compte de l'approche intégrée et multisectorielle de la Grande Muraille Verte, demande à chaque État membre à mettre en place un comité ad hoc national chargé de la mobilisation et du suivi des financements auprès des partenaires et du secteur privé. La conférence a pris note des orientations formulées par les États lors du dialogue de haut niveau du 26 octobre 2021 avec les partenaires techniques et financiers, en particulier l'urgence de diligenter la mobilisation des ressources et l'implication forte de l'Agence panafricaine et des structures nationales de la Grande Muraille Verte dans la mise en œuvre. Elle engage ces comités ad hoc nationaux à initier dans les meilleurs délais et en relation avec les ministères sectoriels des consultations bilatérales avec les divers partenaires. La conférence a décidé de porter le montant de la contribution statutaire annuelle par pays à 100 millions de francs CFA à compter du 1er janvier 2022, exhorte par ailleurs les États membres à apurer leur impayé et s'acquitter régulièrement de leurs contributions. La conférence a approuvé la désignation de la République fédérale de Nigeria à assurer la présidence en exercice de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte et à accueillir la 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. La conférence a élu son Excellence M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale de Nigeria, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour un mandat de 2 ans. Elle exprime toute son appréciation au président sortant, son Excellence Mohamedou Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour le leadership, l'engagement et le pilotage politique remarquable durant son mandat de président en exercice de l'agence, qui ont fortement impulsé, consolidé le momentum et le positionnement international de l'initiative Grande Muraille Verte. La conférence a nommé Dr Brahim Saïd, de nationalité tchadienne, nouveau secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, pour un mandat de 3 ans renouvelable une seule fois à compter du 1er janvier 2022, et a félicité et exprimé son appréciation au secrétaire exécutif sortant, le professeur Abdoulaye Dia, pour avoir servi l'organisation avec professionnalisme, diligence et un degré élevé de compétence et de rigueur. La conférence a désigné son Excellence M. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, champion de la Grande Muraille Verte,
pour accélérer la dynamique des ressources, la dynamique de mobilisation des ressources. La conférence a pris bonne note de l'octroi à l'APGMV à titre gracieux par la République islamique de Mauritanie d'un terrain de 3050 m² à Nouakchott pour la construction du siège de l'agence. Elle remercie chaleureusement la Mauritanie pour cette importante contribution et engage l'agence et la présidence en exercice en relation avec le gouvernement mauritanien à diligenter le processus de construction du siège. Elle lance dans ce cadre un appel à contribution pour le financement des études de faisabilité technique, architecturale et financière et la construction et l'équipement du siège. La conférence remercie la République fédérale de Nigeria pour l'annonce d'une contribution volontaire pour accompagner la construction du siège de l'agence. La conférence a réitéré ses félicitations au peuple et au gouvernement mauritanien pour l'organisation avec succès de la 4e session ordinaire en virtuel de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Madame Sharon, ministre d'État de l'Environnement, représentant son Excellence le président Muhammadu Buhari, président de la République fédérale de Nigeria, nouveau président en exercice de l'agence, a exprimé au nom de son pays et en son nom propre toute sa gratitude pour la confiance et l'espoir placé à son Excellence le président Muhammadu Buhari et à son pays, et a renouvelé son engagement à œuvrer au rayonnement de l'agence et à la concrétisation des objectifs et visions de la Grande Muraille Verte. Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice sortant, a remercié ses pairs pour leur marque de satisfaction et réitéré son engagement personnel et celui de son gouvernement à continuer d'œuvrer à la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Le président de la conférence, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, dans son discours de clôture de la 4e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'agence, a remercié les chefs d'État et de gouvernement, les invités de marque et partenaires techniques et financiers d'avoir répondu à son invitation. La conférence a pris, outre ces résolutions, des deux autres résolutions qui feront l'objet donc de décisions, notamment portant sur la proposition donc du Sénégal qui sera donc formulée, et également donc l'engagement de la République fédérale de Nigeria d'une contribution volontaire pour la construction donc du siège de l'agence. La conférence a retenu que sa prochaine session ordinaire aura lieu en République fédérale de Nigeria en décembre 2023. Fait le 2 décembre 2021 à Nouakchott, la conférence. C'était le communiqué final donc publié à l'issue de cette 4e session donc de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative de la Grande Muraille Verte, une session donc qui s'est tenue hier par visioconférence. On doit voir les images de l'ouverture. Voilà les images donc, c'est une conférence qui a vu la participation de 12 pays membres donc de cette initiative, ainsi que la France en tant qu'invité, mais aussi la vice-secrétaire générale des Nations Unies, ainsi que les représentants de 18 organisations régionales et internationales. Et il faut rappeler que cette 4e session intervient après le sommet de Glasgow en Écosse qui s'est tenu, sommet sur le climat bien entendu, qui s'est tenu le mois dernier. Et à cette occasion, le président de la République, ce n'est pas les images, ça c'est les images du discours d'ouverture du président de la République qu'on doit écouter tout à l'heure. Voilà. C'est encore les images de la séance d'ouverture. Donc,
Je disais qu'à l'occasion de ce sommet sur le climat à Glasgow, le président de la République avait donc appelé à tenir les promesses faites lors de cette rencontre de Glasgow, puisque les bailleurs de fonds s'étaient engagés là-bas pour un financement de 18 millions de dollars. Donc c'est pour la Grande Muraille Verte, c'est là pendant les 5 prochaines années. Et la concrétisation de ce financement est attendue par des millions d'Africains, a dit le chef de l'État à l'époque, lors de ce sommet de Glasgow, des millions qui souffrent de la dégradation de leurs moyens d'existence. Et c'est pourquoi le chef de l'État ne cesse d'appeler à la tenue de ces engagements, de ces promesses. Il l'a dit également hier lors de son discours d'ouverture devant cette 4e session ordinaire de la conférence de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Il a parlé des réalisations qui ont été accomplies, mais également il a souligné les nombreux défis auxquels fait face ce projet. Je vous propose de suivre les discours d'ouverture du président de la République. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, Excellences, Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Excellences, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, régionales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à adresser mes plus sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement, ainsi qu'au président de la Commission de l'Union africaine, pour la participation à cette 4e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, ainsi que pour leur leadership et les efforts continus qu'ils n'ont cessé de déployer en vue de réaliser la Grande Muraille Verte. Cette initiative que nous avons créée ensemble en vue de soutenir un développement intégré, inclusif et durable des territoires ruraux constitue une réponse ambitieuse et tout à fait appropriée aux multiples défis climatiques, environnementaux et socio-économiques auxquels nos pays font face. En effet, la restauration de la gestion durable des écosystèmes terrestres contribue efficacement à la conservation de la biodiversité, à la lutte contre les changements climatiques et à la réduction de la pauvreté et des inégalités. Malgré des ressources limitées, nous sommes parvenus, au cours de cette décennie de mise en œuvre de notre initiative, à enregistrer de précieux résultats. Nous avons développé des techniques de restauration des terres, soutenu des initiatives de valorisation des ressources naturelles et créé des employés verts. Nous avons administré la preuve qu'il était possible de construire une dynamique de développement durable à l'échelle des territoires ruraux. Nous restons cependant conscients des améliorations qu'il nous reste à faire, notamment en matière de gouvernance, de renforcement des capacités techniques et de coopération régionale et d'intégration des recherches scientifiques. Excellences, Mesdames et Messieurs, face à l'accélération de la crise climatique et la persistance de la pandémie Covid-19, qui a affaibli le tissu économique de nos pays et la résilience de nos populations, les objectifs de la Grande Muraille Verte demeurent plus que jamais d'actualité. C'est pourquoi ils doivent faire partie intégrante des plans de relance économique, des politiques climatiques et des stratégies de la préservation de la biodiversité. C'est en protégeant nos forêts, en restaurant nos écosystèmes et en développant les énergies renouvelables que nous pourrons contribuer à maintenir l'équilibre
du système climatique et à renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et sanitaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, il va nous falloir maintenant, sur le terrain, accélérer et élargir les interventions de la Grande Muraille Verte. Pour cela, nous devons approuver rapidement notre projet de plan décennal d'investissement prioritaire qui vise notamment à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées, à stocker 250 millions de tonnes de carbone et à créer 10 millions d'emplois verts productifs à l'horizon 2030. La mise en œuvre de ce plan nécessitera la mobilisation de près de 17 milliards de dollars. Aussi, nous devons, individuellement et collectivement, renforcer nos efforts de plaidoyer, tant au niveau bilatéral que multilatéral, afin que les institutions internationales nous accompagnent de manière plus efficace, à travers des financements plus importants, mieux ciblés et n'induisant pas un accroissement excessif de l'endettement de nos pays. Dans ce cadre, nous nous félicitons de la coalition internationale qui s'est formée à l'issue du One Planet Summit sur la biodiversité, organisé par la France le 11 janvier 2021 à Paris, en partenariat avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Je souhaite ici renouveler nos vifs remerciements à son Excellence, M. Emmanuel Macron, président de la République française, ainsi qu'à tous nos partenaires financiers. Un montant de 19 milliards de dollars a été annoncé dans le cadre de l'initiative de l'accélérateur de la Grande Muraille Verte pour la période 2021-2025. Cette initiative inédite, au lancement de laquelle j'ai personnellement pris part au nom de mes pairs, vise à accompagner et amplifier les efforts nationaux pour nous permettre de passer à une échelle supérieure dans la réalisation de nos objectifs. En marge de la COP26 sur le climat, lors du panel de haut niveau sur l'accélération de la restauration des terres en Afrique, les partenaires ont renouvelé leur engagement à soutenir la Grande Muraille Verte et annoncé que près de 48% de ces ressources sont déjà engagées. Nous devons maintenant travailler ensemble pour mobiliser des ressources additionnelles au profit de nouveaux projets. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours de la présente session, nous aurons à examiner et à adopter les projets de décision relatives aux recommandations des 6e et 7e sessions ordinaires du Conseil des ministres. Nous échangerons également sur l'état de mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte, sa gouvernance et son financement, en vue de fournir les orientations utiles pour lever les obstacles rencontrés et mieux fédérer nos efforts, tant au niveau national que régional et international. Tout en réaffirmant une nouvelle fois notre solide engagement à lutter contre la désertification et les changements climatiques, en vue d'améliorer la résilience de l'économie locale et d'assurer la sécurité alimentaire dans la région du Sahel, je déclare ouverte la 4e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Je vous remercie. C'était le discours d'ouverture donc prononcé par le président de la République hier à l'ouverture de cette 4e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, une session qui s'est tenue bien sûr à distance, la Covid-19 oblige, et qui a été clôturée également par le président de la République, le président de la République qui exerçait jusque-là la présidence en exercice de cette initiative, et une présidence qui a cédé donc au
Nigeria. Après les diplomatiques et l'environnemental, le parlementaire, avec 2 réunions pour la commission des finances de l'Assemblée nationale. La première s'est tenue hier et elle était destinée à discuter du budget du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Budget donc qui était, dont les grandes lignes ont été présentées devant la commission par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. La deuxième réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale s'est tenue, elle, aujourd'hui. Et là, elle était consacrée, cette réunion, à la discussion du budget du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement. Un budget dont les grandes lignes ont été donc présentées devant les membres de la commission par les commissaires chargés des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec le Parlement. Voilà donc pour l'actualité parlementaire. L'actualité sécuritaire, ça y est, c'est parti pour un laboratoire pour la police technique et scientifique. Ce laboratoire dont la construction, dont la mise en place a commencé aujourd'hui avec la pose de la première pierre. Aujourd'hui donc à Nouakchott, une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en présence notamment de son collègue de la justice et du directeur général de la Sûreté nationale. Compte rendu, Bokar Bayleba. Le projet sera réalisé dans 8 mois. Il sera exécuté par la société turque Genomed et il nécessitera un financement de 6 millions d'euros, y compris son équipement et la formation du staff qui supervisera le fonctionnement du laboratoire. La police technique et scientifique aide à résoudre des enquêtes et identifier les auteurs d'infractions. Elle utilise pour cela des moyens physico-chimiques afin de relever les traces laissées sur une scène de crime et de les analyser en laboratoire. Ainsi, le directeur général de la Sûreté nationale, le général Mesqaroul Sidi, a souligné que le rythme accéléré des réalisations dans le domaine sécuritaire démontre la volonté sincère des pouvoirs publics de permettre à la police nationale de jouer un rôle central dans la préservation de la sécurité et la tranquillité des citoyens dans tout le pays. Il a précisé que la pose de la première pierre de ce projet intervient quelques mois après la pose de la première pierre du projet de sécurité et de surveillance de la ville de Nouakchott, dont la cérémonie a été présidée par le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Le général Mesqaroul Sidi a remercié les coopérations allemandes, françaises et espagnoles pour leur précieux appui dans le domaine de la formation de la police technique et scientifique. À son tour, le directeur de la police technique et scientifique, le commissaire principal Mohamed Ould-Denne, a insisté sur l'importance d'un tel outil dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité au cours des enquêtes de la police judiciaire. Il a affirmé que la direction entend ouvrir des antennes régionales dans un proche avenir, en plus de l'acquisition d'unités mobiles motorisées pour le traitement des affaires importantes sur toute l'étendue du territoire national. De son côté, le directeur général de la société turque Genomed, Hossein Bouzugli, a affirmé que la résolution des crimes, l'identification définitive et la protection des droits des victimes renforcent la confiance de la société dans l'État et la justice, soulignant que cette confiance contribue à l'instauration de la paix sociale, au développement économique et au bien-être des populations. Curiosité, sens de l'organisation et de la méthode, patience sont des qualités nécessaires pour faire avancer une enquête menée par la police technique et scientifique. Voilà donc pour cette cérémonie de pose de la première pierre de ce laboratoire pour la police technique et scientifique, une cérémonie supervisée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Ces 2 collègues de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, tous 2 ont assisté, ont supervisé une cérémonie également à Nouakchott, cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Éducation nationale a reçu des mains du ministre de la Culture un rapport publié par la Commission nationale de l'UNESCO. De quoi s'agit-il, Mohamed Khattat?
Il s'agit d'une étude analytique sur les facteurs agissant sur le niveau des acquis scolaires des élèves au fondamental, élaborée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif et grâce à un appui de l'Organisation internationale de la francophonie. L'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et la réforme du système éducatif de noter lors de la cérémonie de remise de cette étude analytique qui lui a été livrée de main à main par son homologue de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, M. Mokhtar El-Dahi, de noter donc que l'étude a touché du doigt un nombre de détails permettant d'élaborer des conclusions et de prendre des mesures permettant à aider à améliorer la qualité. Il a souhaité que la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences et les experts qui ont accompli ce travail approfondissent avec la cellule nationale d'évaluation du ministère de l'Éducation nationale les résultats de cette analyse et fassent des recoupements avec certaines des études déjà réalisées par la cellule. De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a indiqué que le ministère en charge de la culture et la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science ont à cœur tout ce qui a trait à l'éducation et s'intéressent à tout ce qui peut aider à l'amélioration du climat pédagogique, mais aussi l'étude et l'analyse des cas de dysfonctionnement et l'émission de recommandations dans ce domaine. Pour sa part, le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, M. Mohamed Ould Sidi Abdallah, a souligné que l'étude a révélé que notre école fait face à d'innombrables défis dans le domaine de l'acquisition des connaissances, de la qualité qui exige une étape considérée comme la base de la pyramide éducative dans tous ses échelons et que les raisons de ces défis résident dans l'accumulation des dysfonctionnements supportés par notre système éducatif des décennies durant. Il est vrai que l'étude qui a été dirigée et présentée par des experts nationaux a analysé les résultats globaux des concours d'entrée en première année du collège et du certificat d'études fondamentales en mathématiques, en arabe, en français, tout comme elle a passé en revue l'accumulation des dysfonctionnements qu'a connu le secteur éducatif et les facteurs à l'origine de la baisse du niveau des élèves du fondamental, dont, entre autres, le manque des enseignants, la baisse des rendements des écoles de préparation des instituteurs, l'absence de formation continue et le manque de manuels scolaires. Voilà pour cette cérémonie donc de remise de ce rapport de la Commission nationale de l'UNESCO qui a été remis au ministre de l'Éducation nationale par le ministre de la Culture. Parlons à présent de la coopération mauritano-chinoise avec un nouveau jalon. Il s'agit d'un mémorandum d'entente qui a été signé aujourd'hui à Nouakchott, signé côté mauritanien par le ministre de l'Équipement et des Transports et côté chinois, bien entendu, par l'ambassadeur de Chine. Précision sur tout cela avec Melika Nakli. Donc c'est plutôt l'emploi. Alors on va parler plutôt de l'emploi avant de parler de cette coopération. L'emploi avec cette rencontre qui s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott, c'est une rencontre donc supervisée par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Dans quel cadre s'inscrit cette rencontre? Élément de réponse avec Bokar Baïleba. La formation professionnelle est l'une des voies les mieux indiquées pour sortir de la spirale du chômage chez les jeunes. D'ailleurs, c'est toute la pertinence de cette rencontre. Les orateurs s'accordent à dire que les opportunités d'emploi existent, mais c'est la qualification dans plusieurs domaines qui fait défaut. Et pour remédier à cette situation, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Taleb Ould Ahmed, est un peu plus clair dans son intervention. Il a indiqué que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, accorde un grand intérêt à l'emploi, surtout dans les rangs des jeunes. Pour ce faire, c'est toute une stratégie qui est mise en œuvre. En d'autres termes, l'État accentuera son action dorénavant sur l'emploi et le perfectionnement. Et les nombreux centres de formation implantés dans plusieurs villages de l'intérieur du pays est une preuve éloquente de la volonté de l'État de permettre aux jeunes d'intégrer la vie active. À son tour, le président de la composante service à l'Union nationale du patronat mauritanien s'est appesanti sur l'importance du partenariat entre les secteurs publics et privés.
Selon lui, les deux entités ont beaucoup à gagner dans un cadre de partenariat dynamique et tous azimuts. Pour les investisseurs étrangers, notre pays a fait beaucoup de progrès dans la formation des ressources humaines de qualité, mais de nombreux défis restent à relever. On a fait un effort de recrutement assez important ici de formation, et je suis extrêmement satisfait de la manière dont ça se passait. Alors pour commencer, évidemment, il n'y a pas forcément la démarche a été on a créé notre propre centre de recrutement. Et on a créé un site internet sur lequel on a publié l'ensemble des 300 postes à pourvoir dans nos installations. Notre problème, c'est pas qu'on n'a pas les profils qu'il faut, parce que le problème se pose d'une autre manière. On fait introduire des technologies en Mauritanie qui jusqu'à maintenant n'existent pas. Donc forcément, il ne peut pas avoir des expériences dans notre métier, mais il y a des solutions pour remédier à ça. Donc on a fait venir des personnes avec beaucoup d'expérience pour mener des entretiens. On a fait des tests, on a fait des sélections. Vous avez une jeunesse qui a envie de prendre son destin en main. Et je pense que c'est ça l'actif. Qu'après les gens, ils sont plus ou moins adaptés à certains profils, ça c'est normal, ça on trouve des solutions. Mais l'important c'est d'avoir des gens qui ont la motivation et de se créer un avenir. L'enseignement général ne suffit plus aujourd'hui. C'est tout le contraire de la formation professionnelle qui offre une main-d'œuvre qualifiée sur le marché du travail. Voilà donc cette rencontre dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle. On revient maintenant à ce mémorandum d'entente qui vient d'être signé aujourd'hui par le ministre de l'Équipement et des Transports et l'ambassadeur de Chine, un mémorandum d'entente qui est relatif à la construction d'un échangeur du côté du carrefour de Madrid. Précision avec Melika Nakali. La circulation des biens et des personnes est une condition sine qua non de tout développement d'un pays. Partant de ce principe, les pouvoirs publics accordent une attention particulière aux routes, infrastructures de base essentielles. Après les ponts de Bamako et Haye Saken, la réalisation d'un échangeur au carrefour Madrid va permettre de décongestionner cette partie de la capitale où la circulation pose de réels problèmes. À cette cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre du projet d'un échangeur au carrefour Madrid a assisté le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane. À cette occasion, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, a déclaré que la réalisation de cet échangeur contribuera à l'amélioration significative de la fluidité du trafic routier de Nouakchott. Il a précisé que ce projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'infrastructures qui jouent un important rôle dans la promotion du développement et le renforcement de la concurrence économique. M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid a enfin remercié la Chine pour son appui au développement de notre pays, en particulier dans le domaine de l'équipement. De son côté, l'ambassadeur de Chine accrédité auprès de notre pays, M. Li Beijian, a indiqué que les infrastructures de transport sont très importantes pour le développement socio-économique d'un pays. Il a souligné que la réalisation de l'échangeur du carrefour Madrid aidera sans nul doute à l'amélioration du trafic routier à Nouakchott et au développement socio-économique de la Mauritanie. Le diplomate chinois a annoncé que le 4e lot de vaccins, soit 1 million de doses, arrivera cette année. L'ambassadeur a souligné que la Chine et la Mauritanie entretiennent une amitié traditionnelle et a souligné que sous la direction du président de la République, la Mauritanie a fait de grands progrès dans le domaine socio-économique. Voilà donc pour cette cérémonie de signature du mémorandum d'entente entre la Mauritanie et la Chine et qui est relative à cet échangeur qui est à réaliser du côté du carrefour de Madrid. Et nous restons toujours dans le cadre des activités du ministre de l'Équipement et des Transports, mais cette fois c'est au niveau de l'aéroport international au Moutoussi. Là-bas, le ministre a procédé à une inauguration. On parlait d'une nouvelle société là-bas. De quoi s'agit-il, Bokar Baïleba? C'est parti pour les activités de Global Aviation. Il s'agit d'une nouvelle compagnie aérienne qui vient renforcer l'aviation civile dans notre pays. Et lors d'une cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid,
a indiqué que le transport aérien a connu ces dernières décennies un grand essor en raison de l'augmentation du nombre de passagers dans le monde. C'est dans ce contexte que l'Organisation de l'aviation civile internationale a promulgué de nombreux textes législatifs et techniques dans le but d'exhorter les États membres à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les services de transporteurs aériens. À son tour, le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, Baba Ahmed ou Mohamed Baba Ahmed, a déclaré que l'ANAC a pris de nombreuses mesures visant à développer le secteur de l'aviation civile dans notre pays et le faire progresser conformément aux orientations du président de la République. Il a ajouté que la création de cette société contribuera à relancer le marché du transport aérien national. Pour sa part, le directeur général de la société Global Aviation, Jamal Oul-Sidia, a indiqué que le choix de la Mauritanie n'est pas fortuit, car notre pays offre un cadre idéal pour le développement du transport aérien, précisant que cette nouvelle compagnie est un ajout qualitatif dans les activités de l'aviation civile dans notre pays. Global Aviation opère sous 4 certificats de transporteurs aériens délivrés en Mauritanie et dans d'autres pays de la sous-région. Sa flotte est censée répondre à tous les besoins des usagers du transport aérien en forte mutation. Global Aviation donc inauguré aujourd'hui à l'aéroport international Moutnoussi de Nouakchott. Autre inauguration, mais cette fois dans notre domaine, autrement dit dans le domaine des médias. Il s'agit d'une nouvelle naissance, inauguration supervisée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Précision sur cette nouvelle née avec Melika Narali. L'espace audiovisuel mauritanien s'enrichit avec l'inauguration du nouveau siège de la chaîne El Medina TV et le lancement de ses programmes. Un parterre de responsables du ministère de la Culture, de personnalités des médias et des membres du corps diplomatique ont assisté au lancement de la nouvelle chaîne. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mourtal Ouidahi, a précisé à cette occasion que cette chaîne représente un élément constitutif de notre infrastructure médiatique, ajoutant que le lancement de ces programmes, coïncidant avec la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, constitue une joyeuse occasion d'appeler tous ceux qui travaillent dans le domaine journalistique à faire un effort pour consacrer un produit médiatique indépendant et responsable, soucieux d'être objectif et crédible. Il a ajouté que les médias audiovisuels sont la principale source sur laquelle les citoyens de la plupart des sociétés du tiers-monde comptent pour accéder à l'information. Il a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République en matière de soutien à la liberté en général et à la liberté de la presse en particulier, ajoutant qu'il met en place un programme intégré pour créer un champ journalistique libre et professionnel. Il a déclaré que l'expérience des médias audiovisuels a besoin d'être revue et débattue, appelant à ce que cette télévision soit un joyau pour ses revues et discussions, espérant qu'elle sera une station majeure et proéminente au sein des médias audiovisuels indépendants. Cette nouvelle chaîne, El Medina, relève de la volonté des pouvoirs publics de renforcer la liberté d'expression. Elle va élargir l'éventail de choix des téléspectateurs quant à l'information, l'éducation ou le divertissement. À son tour, le directeur de la chaîne El Medina TV, M. Mohamed Amin Oul-Makari, a déclaré que Medina TV sera l'incarnation de la liberté sur la scène audiovisuelle. Il a ajouté qu'elle reflète véritablement la volonté des pouvoirs publics d'établir les libertés des médias comme une réalité tangible et de développer le paysage médiatique de notre pays au service de la professionnalisation et du développement, indiquant qu'elle est considérée comme une institution indépendante, globale et inclusive. Par la suite, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement et la délégation qui l'accompagne ont effectué une visite au sein de la chaîne El Medina, ce qui leur a permis de se rendre compte des équipements et moyens mis à disposition de la nouvelle chaîne. Voilà, félicitations et bienvenue à la nouvelle chaîne El Medina TV et longue vie. Voilà, et puis après les médiatiques, une page diplomatique avec la présentation des lettres de créance de notre ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il a présenté ses lettres de créance au président ivoirien. C'était l'occasion pour les diplomates mauritaniens
de transmettre au président ivoirien les salutations du président de la République. Et en retour, le président ivoirien a chargé les diplomates de transmettre ses salutations et ses meilleurs vœux au président de la République. Ça, c'était donc toujours la cérémonie de présentation du nouvel ambassadeur de Mauritanie en Côte d'Ivoire. Voilà, après la diplomatie retourne donc à Nouakchott pour parler de cette formation, de la clôture d'une formation. Clôture dont la cérémonie s'est déroulée aujourd'hui au siège de l'Institut supérieur des sciences de l'énergie qui se trouve dans le complexe de la Polytechnique. De quoi s'agit-il, Mohamed El-Khattat? Au terme d'une formation intensive de 3 mois, 10 professeurs de l'Institut supérieur des métiers de l'énergie relevant du groupe Polytechnique se sont vus attribuer aujourd'hui leur certificat de formateur Oil et Gaz 101 et 102 portant sur les dimensions techniques et économiques des projets gaziers à Hammeym et les lois et règlements régissant les accords entre l'État mauritanien et la société British Petroleum BP. La cérémonie de remise de ces certificats aux bénéficiaires a été marquée par un discours du commandant du groupe Polytechnique, le colonel ingénieur Mohamed Mahmoud, qui a précisé que cette formation est un exemple de la réussite du partenariat recherché par le groupe Polytechnique pour faciliter les tâches aux partenaires et améliorer son rendement pour le grand bien de la patrie et du citoyen. La contribution de la société BP, dit-il, dans la construction de compétences à travers le programme Local Content n'aurait pas été possible sans la coopération avec l'Institut de l'énergie, sachant que nous veillons à l'Institut à la qualité de la planification, de l'exécution et des différentes étapes du travail et sélectionnons les meilleurs étudiants et professeurs distingués, ce qui fait de nous le meilleur choix pour les partenaires techniques. La cérémonie a été l'occasion de présenter un documentaire sur l'Institut, ses missions et les sujets de ses formations. Le représentant du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a loué cette formation, appelant à renforcer ce partenariat pour permettre la mauritanisation des postes et des compétences nationales dans le domaine de l'énergie. Il est à noter que des représentants de BP et de Cosmos Énergie, tout comme des étudiants de Polytechnique, ont assisté à la cérémonie. La cérémonie de sortie donc à l'issue de cette formation qui s'est déroulée aujourd'hui au siège de l'Institut supérieur de l'énergie. Une célébration dans ce journal, célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées. Elle a été célébrée aujourd'hui, une cérémonie organisée par le MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, en collaboration avec le PLUD, en précision avec Abdoulaye Demeba. Vers une société plus inclusive, accroître la capacité des personnes en situation de handicap, tel est le thème de cette journée internationale des personnes en situation de handicap. Elle a été commémorée cette année en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Salvi Oulsidi Mohamed, a précisé que le département de l'Action sociale a mis en œuvre un pan du programme du chef de l'État, se dit-il, avec la distribution de cartes au profit des personnes en situation de handicap afin qu'ils aient à leur disposition certains services et privilèges. Il a en outre indiqué que plusieurs personnes en situation de handicap ont eu à bénéficier de financements pour exécuter des projets d'activités génératrices de revenus. Lehbous Boulelid, président de l'Association nationale des personnes en situation de handicap, a pour sa part valorisé certains programmes qui ont été mis en œuvre pour cette frange, dont la carte qui leur a été dédiée. Il a en outre affirmé qu'une centaine de familles de cette frange ont aussi bénéficié de l'aide apportée aux couches démunies en les dotant de denrées alimentaires de base, d'eau et d'électricité. Le système des Nations Unies ne compte pas seulement se limiter à l'élaboration de politiques structurantes. Mais aussi, comme vous venez de voir à travers le don de l'agence UNFPA, montrer cette petite solidarité que nous croyons aussi manifeste notre humanité vis-à-vis de nos concitoyens. J'aimerais, pour clôturer mon discours, encore une fois remercier Monsieur le Président de l'association, la Fédération, le gouvernement, tous les partenaires qui soutiennent les droits des handicapés
pour que ça soit reflété dans les politiques et dans l'action du gouvernement. Au cours de ces journées, des paniers alimentaires ont été remis à des personnes en situation de handicap en plus de formation pour les jeunes non-voyants. On va terminer ce journal donc par l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures avec les chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Vous les voyez sur les graphiques, 60 nouveaux cas, 66 guérisons et malheureusement 2 décès. Ce sont les chiffres de ces dernières 24 heures et ces chiffres s'ajoutent au cumul. Le cumul depuis le début de la pandémie s'élève à 39 468 cas positifs, dont 37 766 guérisons et malheureusement 837 décès. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est cet entretien téléphonique aujourd'hui que le président de la République a eu avec le prince héritier d'Abu Dhabi, commandant adjoint des forces armées des Émirats arabes unis. Ici, le président de la République, lors de la clôture de la 4e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative de la Grande Muraille Verte, session qui s'est tenue hier par visioconférence et à l'issue de laquelle le président de la République a cédé la présidence en exercice au Nigeria. Et ça, c'est le secrétaire exécutif de cette initiative lisant le communiqué final publié à l'issue de cette 4e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Et puis, je vous rappelle aussi, bien entendu, comme d'habitude, et je vous le disais au début de ce journal, pour se prémunir contre la Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Ce sont des gestes qui sont très simples et qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et ce sont pourtant des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Tous vaccinés, tous protégés. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.